Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Les professionnels des ressources humaines face aux idées reçues. Aujourd'hui je reçois Alexandra Didry et Dominique Duquesnoy de Performance. Je vais laisser Alexandra se présenter, vous la connaissez déjà, elle est déjà intervenue lors d'un de nos webinaires. Bonjour à tous, je suis Alexandra Didry et je suis responsable du service de recherche et développement chez Performance. Voilà pour faire très court. Et Dominique? Oui, bonjour à toutes et à tous. Dominique Duquesnoy, je suis le directeur général de Performance. Peut-être juste préciser que Performance, depuis 35 ans maintenant, s'est spécialisé dans les soft skills, dans les tests psychométriques et bien entendu, sur la connaissance de l'individu en situation de travail. Ça marche. Alors, première question. On a diffusé conjointement une enquête sur les idées reçues dans le monde des ressources humaines. Est-ce que Dominique, tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette enquête? Oui, alors idées reçues, croyances, tendances, finalement, en tout cas, ce sont des affirmations, des promesses que nous observons, que nous entendons sur le marché, que nous rencontrons très souvent. Je précise peut-être au préalable qu'il ne s'agit pas ici d'une étude scientifique. Il s'agit plutôt de sonder des acteurs RH sur plusieurs idées qui émergent, en tout cas que l'on rencontre très régulièrement, et de sonder aussi leur mise en œuvre dans les organisations. En fait, ce qui nous semblait très important, c'est de donner la parole finalement aux acteurs RH, ceux qui, les premiers, vont hériter peut-être de recommandations, d'injonctions de la part de leur direction générale sur des idées qui ont été portées sur le marché. Donc, c'est cette idée simple de pouvoir sonder qu'est-ce qu'on pense finalement les acteurs, ceux qui au quotidien gèrent des situations plus ou moins complexes. Et on le voit depuis 2 mois, cette complexité peut se transformer en une forme d'agitation, une abondance en tout cas d'idées. Je n'ai pas le nombre exact d'études sur le télétravail ou d'études d'enquête ou de sondage d'ailleurs depuis 2 mois et demi, mais il y en a pléthore et c'est toujours très difficile de s'y retrouver. Alors certaines tendances, certaines idées, certains concepts sont discrets, d'autres plus visibles et se diffusent très largement. En tout cas, elles s'installent dans le paysage des entreprises avec plus ou moins de bonheur. Et pour ma part, je rencontre beaucoup d'interlocuteurs, qu'ils soient RH, experts RH, qu'ils soient consultants, qu'ils soient DRH ou dirigeants. Je vois que ça interroge, en tout cas, et tout ça traverse finalement les politiques RH sans forcément que ces idées, ces concepts soient soumis à un examen, une critique ou en tout cas à un débat, tout simplement peut-être un débat. Et c'est ici notre ambition, porter au débat, s'interroger, prendre de la hauteur, et surtout dans une période d'incertitude, il me semble, en tout cas moi j'ai un petit irritant, cette forme d'infobésité qui finalement a un effet peut-être un peu plus négatif que positif sur les personnes. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'avec bien sûr tous les médias, les réseaux sociaux, les médias web, mais aussi la presse écrite et la presse télévisée, finalement relaie ces idées et promesses sous forme de temps en temps beaucoup plus sous une forme de marketing RH que et ne laisse pas forcément le temps aux acteurs de bien débattre ou de bien analyser les choses avant de mettre en œuvre. Donc, voilà, une ambition, enfin, en toute humanité, on n'est pas ici pour donner des leçons. Qui sommes nous chez Performance pour le faire, mais simplement de s'interroger, de s'interpeller, d'aller vers le conflit cognitif en quelque sorte, confronter, mais en toute bienveillance les choses. Donc c'est notre ambition, et puis on rejette pas ces idées débat.
Il y a des choses qui sont très très intéressantes dans ces idées. On souhaiterait simplement inviter à la prise de hauteur afin de gagner en lucidité. Et c'est peut-être là l'ambition performance, gagner en lucidité, la connaissance de soi, nous permet, la connaissance des idées, nous permet, selon nous, d'accroître à la fois notre bien-être et d'accroître la performance des entreprises. Donc cette idée-là, on souhaite la promouvoir et on invite par conséquent au débat. Et pour ce faire, on a donc lancé ce sondage, donc qui est actif, ce sondage depuis le 15 mai, et qui sera actif jusqu'au 15 juin. C'est basé sur des affirmations, voire même, on a repris pour certains éléments des promesses que font certains confrères. Voilà, c'est dans leur offre de service. Et on suggère à la prise de parole à travers tout cela. Et puis on demande surtout aux RH, aux consultants, ceux qui accompagnent finalement toutes les forces vives des entreprises à débattre avec nous. Donc il y a plusieurs thèmes. Donc on va bien sûr reprendre des choses qui sont liées au recrutement, hein, qu'est-ce qu'on entend, au management, à l'engagement, la culture d'entreprise, gestion de carrière, gestion de développement des talents, et puis bien entendu sur notre métier propre, que sont les soft skills, et on va essayer de démêler un petit peu ce qui est de l'ordre peut-être de l'idée reçue, de l'ordre de ce qui fonctionne bien et plus avéré. Ce sondage, et ça c'est aussi un souci que nous avons, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il sera complété d'avis d'experts. C'est-à-dire aussi, c'est donner bien sûr la parole au RH, mais solliciter l'avis d'experts, cet éclairage scientifique qui nous tient à cœur chez Performance. Et puis on fera aussi des focus group, puisque le sondage a pour vertu de recueillir des données quantitatives, mais peut-être peut manquer d'éléments d'analyse. Et donc, on va aussi réaliser des focus group pour en tirer des enseignements les plus utiles et limiter, parce que c'est un des objectifs, limiter les effets négatifs de cette abondance de concepts actuellement. Alors, une question à Alexandra. Qu'est-ce qu'on entend par idée reçue et à partir de quand on peut considérer qu'il y a potentiellement un risque que cette idée reçue se transforme en croyance, en fait, et reste finalement ancrée dans les mentalités et au niveau des professionnels RH. Alors les idées reçues on va dire en psychologie, on peut dire que c'est un ensemble de connaissances à propos d'un objet. Et ces connaissances, elles sont parfois vraies, parfois fausses. Donc elles sont pas forcément fausses. Donc ça, c'est aussi une idée reçue. Mais en tout cas, disons qu'elles vont s'agglomérer dans une forme de structure ou de schéma de connaissances qui vont permettre d'interpréter et d'avoir, on va dire, une grille de lecture d'une réalité un peu compliquée ou un peu incertaine. Donc, il y a bien une fonction quand même de l'idée reçue, hein, qui est aussi de pouvoir être partagée au sein d'un groupe et de permettre peut-être plus d'homogénéité dans un groupe donné. Maintenant, les caractéristiques des idées reçues qu'on va peut-être retrouver dans les différents sujets, il y en a 3 ou 4 en fonction des auteurs, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est déjà la fréquence, c'est-à-dire la fréquence à laquelle l'idée, en tout cas, le sujet est pendu, donc c'est-à-dire relayé par des acteurs, des médias. Donc ça, c'est assez simple à observer. On a aussi dans l'idée reçue et aussi dans la croyance un caractère un petit peu d'évidence, c'est-à-dire que l'idée reçue, elle va s'imposer comme quelque chose qui est finalement presque démontré, quoi, très juste, évidente au fait pour les personnes, donc avec peut-être une absence de jugement critique par rapport à cette vision du monde. La troisième caractéristique, c'est le fait qu'elle soit admise aussi facilement par un grand nombre de personnes ou par un groupe. Donc là, c'est encore différent, par un groupe social ou culturel. Et puis, enfin, qu'elle revêt une forme finalement de simplicité, c'est-à-dire qu'on la comprend facilement et qu'elle a l'air, voilà, elle est véhiculée facilement parce qu'elle paraît simple. Donc, on est un peu
On est un peu dans de la manipulation quelque part. Je sais pas, en tout cas, on peut pas vraiment y échapper. Je pense que c'est important quand même de dire qu'il y a une fonction, puisque c'est une manière aussi d'avoir une grille de lecture du monde qui est parfois complexe. Et l'idée reçue, elle peut aussi s'imposer à nous. Donc, il y a vraiment une fonction de pouvoir interpréter les choses. Après, c'est sûr que le risque potentiel, c'est comme c'est un petit peu une vision du monde sans jugement critique, ben, c'est de ne pas prendre de recul, on va dire, hein, par rapport à cette idée-là, de ne pas la remettre aux questions ou de ne pas la confronter à des faits plus objectifs, puisque c'est vrai que l'idée reçue, elle est souvent non vérifiable selon les standards scientifiques. Donc ça peut être en effet le risque. Et pour répondre à la question par rapport aux croyances, elle peut s'installer, alors là ça va dépendre, mais elle peut effectivement s'installer dans le temps ou avoir une structure plus rigide au sein d'une population. Euh, Ça, c'est possible et on le voit souvent quand il y a un grand consensus en fait, au sein d'un groupe. Alors, on verra si c'est le cas avec notre sujet, hein, et que ça oriente aussi les attitudes et les comportements. Donc il y a D'accord. aussi tout un cheminement en fait entre les croyances, les attitudes, les comportements. Ça peut s'arrêter juste à l'idée et puis on en a conscience que finalement c'est une idée un petit peu facile ou Mhm. pas vérifiable, mais ça peut aussi se transformer en quelque chose d'assez rigide avec voilà, une orientation vers des comportements. Et c'est là que ça peut être dangereux, je sais pas, mais un petit peu, oui, un peu limite, je dirais. Ça peut être dangereux dans le sens où, effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, si un cabinet de conseil, un prestataire X ou Y euh, diffuse Mm. des messages qui sont de ce type, donc ça peut quand même engendrer des difficultés au niveau des entreprises qui vont adhérer à ce discours commercial ou Mm. marketing, et puis finalement être confronté à une grande déception par la suite. Alors ce que j'ai envie de savoir, Dominique, c'est quoi la position à adopter vis-à-vis de toutes ces terminologies marketing. Alors, on parle de recrutement prédictif, on parle des soft skills, on parle du management, on reprendra ces exemples tout à l'heure ensemble, mais quelle est la position à adopter finalement pour éviter de se faire leurrer? Ouais, oui, je crois que c'est un petit peu le sujet. Moi, je dirais pas sur la notion de manipulation. Il faut nuancer aussi, il faut raison garder à chaque fois. Mais on peut dire que quand l'objectif poursuivi n'est pas très clairement établi, en tout cas qu'il n'est pas transparent vis-à-vis de l'interlocuteur, on peut penser qu'on biaise en fait effectivement comme certaines choses. Donc l'idée pour nous, et ça rejoint cette ambition-là de ce que nous sommes en train de créer comme événement et notre volonté d'éclairage. La première chose, mais Alexandra l'a repris, c'est la temporalité, c'est-à-dire prendre le temps. Déjà, ne pas céder trop rapidement ou immédiatement à une promesse qui est décrite avec habileté, parce que effectivement, tout ça est rendu accessible, sexy, hein, pour reprendre un mot, avec tous les ressorts du marketing. Donc peut-être, première chose, c'est ne prendre le temps. Après, je pense, et là je reprends aussi ce qu'a proposé Alexandra, c'est qu'il faut se méfier de soi un petit peu et de nos biais et de nos propres croyances, puisque Alexandra l'a précisé, c'est quelque chose qui peut s'enraciner. Et si ça s'enracine, on a tendance à, sur une hypothèse, à chercher à les données qui l'accréditent et à la renforcer. Et donc à rechercher uniquement celle-ci. Donc on cherche effectivement, à confirmer qu'on a quelque part raison. Et en tout cas que ça va être utile pour soi ou pour l'objectif qu'on poursuit. Donc voilà, il faut se méfier aussi un peu de soi, prendre le temps. Regardez bien, alors comment on peut peut-être limiter les biais, c'est ça qui est intéressant. Comment on peut éventuellement chercher, alors ça demande quand même un effort personnel, mais comment on peut rechercher à remettre en cause ses propres croyances. Alors c'est difficile d'avoir conscience de cela, mais comment augmenter notre lucidité. Déjà, peut-être aller chercher des informations sur d'autres supports que ceux que nous avons l'habitude de fouiller. Donc là aussi, ça demande un effort.
j'ai peut-être l'habitude de prendre mes informations auprès de telle ou telle personne ou en allant chercher des informations sur tel ou tel support média, peut-être faire l'effort de changer, même si encore une fois, je n'appelle pas à l'infidélité par rapport au support, je demande simplement à avoir un éclairage. Attention à la fraîcheur des informations, hein, c'est-à-dire la qualité et la temporalité des informations. C'est-à-dire, ça me paraît important. Sur quoi on se repose, en fait, comme données et quand. Et puis, ces données sont-elles objectives? Là, Alexandra l'a précisé, sont-elles objectives? Sur quoi elles reposent? Sont-elles rationnelles, factuelles? C'est important, c'est-à-dire, au-delà d'une analyse, et il y a beaucoup d'analyses en ce moment, est-ce que ça repose sur des études scientifiques, par exemple, avec des données sur lesquelles on est capable d'en faire la démonstration. Donc ça me paraît extrêmement important. Je dirais peut-être rechercher d'autres évidences, la pluralité des opinions, et moi je sollicite beaucoup, et Alexandra l'incarne chez Performance, c'est cet éclairage scientifique. Je rencontre auprès de cette population beaucoup d'humilité sur la connaissance, sur le savoir. Ce sont pas des personnes qui vont généralement s'exprimer sans avoir établi des liens forts sur certaines analyses. Donc les études scientifiques, et je trouve que ça, alors qu'on a une très grande force, me semble-t-il, en France, hein, on a des brillants chercheurs qui font des études qui ne sont pas souvent communiquées. Il y a des écarts dans les éléments de langage, c'est pas toujours accessible, mais quand on prend la peine de les solliciter, on voit là qu'il y a certainement des choses, en tout cas, des choses très éclairantes, et ça me semble important. Je dirais, en fait, peut-être se poser la question toute simple, c'est pourquoi je le fais, et pourquoi aussi je le fais. Donc, pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots? Et ça me paraît important de se poser simplement cette question pour donner du sens. Donc, voilà un petit peu, à travers ces quelques points, ces quelques suggestions, recommandations, comment on peut limiter les effets de certains biais ou de certaines croyances, et limiter en tout cas les effets et les conséquences négatives. Encore une fois, je le dis souvent parce que notre métier, c'est de faire des prévisions aussi sur le comportement des personnes. Je reprends souvent cette phrase de Pierre Dac, hein, qui est un pronostic est toujours difficile à faire, surtout lorsque ça concerne l'avenir. Donc, soyons humbles aussi par rapport à ça. L'expérimentation est utile aussi. Alors, si on prend un exemple d'une terminologie qui est quand même extrêmement marketée hein, depuis un peu plus d'un an, on va parler des soft skills. Alors, la notion de soft skills, alors elle est assez marrante parce que nous-mêmes, quand on organise des événements, il y a certains RH qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Et pour autant, c'est quand même une terminologie qu'on retrouve sur tous les médias, qu'on retrouve chez beaucoup de prestataires aujourd'hui hein, qui ont marketé cette notion. Mais finalement, qu'est-ce que c'est les soft skills, Alexandra? Alors la question n'est pas simple, contrairement à ce qu'on pourrait. C'est pas la solution miracle à tout, j'imagine. À quoi ça sert? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Alors, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'effectivement, on voit que depuis un peu moins de 10 ans, les soft skills ont réussi une percée quand même remarquable et s'infiltrent un peu dans tous les discours et dans les médias, surtout RH, hein, bien sûr. Alors déjà, ce qu'on peut dire avant, parce que je vais faire le lien avec les croyances et plus largement les représentations sociales, sans tout dévoiler les données. En tout cas, on a réalisé une étude avec l'université de Nantes qui a été diffusée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et on s'est intéressé à est-ce que finalement il pourrait y avoir une représentation sociale de cet objet des soft skills dans la population RH comparativement à une population dite non RH. Donc on a fait cette étude-là sur une méthodologie dite d'association libre. En fait, c'est ce qui est généralement recommandé pour capter un petit peu
la structure ou est-ce qu'il y a un noyau de connaissances, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on a tout simplement demandé ce qu'évoquait le terme de soft skills pour les RH et pour les non-RH et de se prononcer sur la valence positive ou négative de leurs mots. Bon, je ne vais pas aller dans le détail des résultats. On a fait la même chose sur d'autres sujets comme les tests de personnalité ou les évaluations. Mais en tout cas, ce qui est ressorti, c'est assez intéressant, c'est qu'on en fait des analyses prototypiques et catégorielles et en fait, on voit qu'il y a une différence de représentation sociale donc sur les soft skills, entre les RH et les non-RH. C'est-à-dire que le consensus et le noyau central sur ce qu'est une soft skills pour les RH est bien spécifique, prototypique à la population RH, qui est bien sûr plus large que je ne le dis, mais il faut bien catégoriser. Donc c'est assez intéressant, ça signifie effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la représentation. Alors ce qui ressort surtout, c'est l'adaptabilité et l'empathie comme mots en fait les plus consensuels et fréquemment cités. On a aussi comportement ou compétence qui est particulièrement cité par les RH et on ne va pas retrouver les mêmes termes chez les non-RH. Ça, c'était juste une petite introduction, mais on diffusera certainement l'étude en détail. Mais pour dire qu'il y a en effet beaucoup de choses qui se disent sur les soft skills. Maintenant, d'un point de vue de la définition, c'est finalement plus complexe que ça en a l'air, puisqu'il n'y a pas vraiment de consensus au sein de la communauté scientifique, parce que le concept de soft skills ne vient pas du monde scientifique. Donc, ils ont un peu de mal à s'en emparer. Ils s'en emparent petit à petit. Mais disons qu'on voit bien, on a fait, nous, un état de l'art avec mon équipe au niveau des revues, de la littérature scientifique en psychologie, en sciences de gestion, etc. Et on voit bien qu'il y a énormément de termes. On parle de compétences humaines, de compétences sociales, de comportement, de savoir-être, de communication. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est un peu un melting pot comme ça, qui n'est pas forcément si évident que ça, en fait, quand on le soumet à la réalité un petit peu objective. C'est pas si simple que ça. Néanmoins, on peut quand même donner des éléments de réponse, puisqu'il y a quand même un consensus sur le fait que les soft skills pourraient être plutôt, on va dire, un ensemble de savoir-être qui va favoriser l'adaptation de la personne à son environnement, aux autres et à soi. Et Ça, c'est la traduction française, en fait. c'est une synthèse qu'on a fait avec l'équipe de tout ce qu'on a trouvé, et encore, parce que savoir-être, certains chercheurs n'aiment pas du tout ce terme-là. C'est vraiment très, très compliqué de trouver une définition consensuelle. Donc, il faut bien, à un moment donné aussi, prendre un peu des positions. Mais en résumant ça, on pourrait dire ça. Et donc, tout ce savoir-faire qui favorise l'adaptation, pourrait se faire grâce à une mise en œuvre, disons, de compétences intrapersonnelles. Ça ressort aussi comme terme. Et interpersonnelles. Une particularité aussi qui est quand même plutôt consensuelle et qui est soulignée, c'est l'aspect transférabilité de ces compétences dans plusieurs situations, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certaines compétences techniques très, très précises. Et si on part du postulat qu'il s'agit bien que les soft skills sont des compétences, il y a aussi cette idée qui est aussi véhiculée, qui je trouve n'est pas forcément fausse, mais cette idée de pouvoir la développer, de pouvoir un petit peu apprendre et développer en fait au fur et à mesure du temps certaines de ces compétences. Donc il y a un aspect évolutif qui ressort aussi, il me semble. Et pourquoi toutes les entreprises actuellement sont a priori assez friandes de cette notion de soft skills? Quel est l'intérêt? Comment ça s'évalue? Et à quoi ça va servir dans l'entreprise? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'utilité. Donc ça, on l'a remarqué aussi, mais ça ressort dans plusieurs études, de l'utilité et de l'intérêt, de l'importance justement de prendre en compte presque enfin d'autres formes de compétences que les compétences techniques ou les diplômes. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est globalement partagé là-dessus et qui part d'ailleurs plutôt d'une bonne intention. Donc je pense que l'utilité, c'est d'avoir aussi une vision peut-être plus globale de la personne, plus évolutive, peut-être même plus optimiste, parce que si on part du principe que les compétences
comportementales ou soft skills peuvent se développer, ça donne aussi une perspective douce, positive. Donc ça, c'est une interprétation. Plus humaine aussi. Plus humaine, voilà. Il peut y avoir d'autres interprétations là. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même il y a quand même une représentation, et c'est ce qu'on a noté aussi par rapport aux valences, quand on a demandé aux personnes de noter. Il y a quand même quelque chose qui est... la représentation est plutôt positive et enthousiaste. Et donc on le voit effectivement dans tous les... Comment dire, dans l'environnement RH et dans les usages, puisqu'il y a en effet de plus en plus de demandes de pouvoir évaluer ces compétences-là et de pouvoir ensuite proposer des accompagnements pour les collaborateurs. Donc, il existe des méthodes d'évaluation, des outils qui peuvent être simples comme plus complexes, puisque les soft skills, disons, sont quand même multiples. Moi, la seule chose qui me gêne des fois dans cette terminologie, c'est que quand on décortique un petit peu et qu'on regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces soft skills. Donc, on a parlé, par exemple, d'adaptabilité, de créativité, d'empathie, de leadership. Enfin, il y a beaucoup de choses. On pourrait développer un instrument pour chacune de ces compétences, en fait, si on creuse. Voilà, donc c'est compliqué de donner une réponse globale, mais il existe effectivement des méthodes, des tests qui permettent quand même de capter des choses de manière relativement juste, en tout cas sur le plan psychométrique. Donc ça, c'est plutôt un aspect favorable. D'accord. Sachant que c'est vrai que cette notion, on en entend parler dans le recrutement, elle est aussi utile sur des aspects de mobilité interne, sur les parcours de carrière, les projections en entreprise. Donc effectivement, a priori, c'est quand même une notion qui est globale, la stratégie RH d'une entreprise. Elle intervient quasiment à tous les niveaux. Donc ça, c'est un premier sujet là sur les soft skills. Il y a également un sujet qui est très 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 marketé depuis 2 ans, qui est le recrutement prédictif, l'intelligence artificielle. Il y a des prestataires qui vont quasiment jusqu'à dire que en appuyant sur un bouton automatiquement, ça va vous sortir le candidat idéal. Donc cette notion de recrutement prédictif, elle est surmarketée actuellement. Et finalement, est-ce que c'est réellement une solution miracle? Qu'est-ce que c'est en fait que le recrutement prédictif, Dominique? Alors, le recrutement prédictif, d'ailleurs, ceux qui l'ont marketé, je ne sais pas exactement ce qu'ils en entendent par là, mais c'est plutôt assez ancien, l'idée de pronostiquer, bien entendu, en recrutement, la réussite future ou la performance future de ces candidats. Un recrutement, c'est effectivement l'idée de retenir ou de sélectionner la personne qui sera le plus en adéquation. La question, c'est en adéquation avec quoi? Ça me paraît important parce que il y a plusieurs choses. Si on reprend le recrutement, il y a ce qu'on recherche, c'est voir si le candidat va correspondre aux besoins et compétences liés à un poste donné dans une organisation donnée. Donc, c'est déjà lié au poste. Au poste, on va quand même focaliser principalement sur des compétences techniques, si j'ose dire. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser les activités et les tâches qu'on va lui proposer sur son périmètre de travail. Donc là, on va être un peu plus sur le savoir et le savoir-faire, avec des choses ou des éléments de CV, par exemple, parce que vous avez cité le recrutement prédictif, vous aurez pu parler du recrutement sans CV aussi, qui est quelque chose dont on entend beaucoup parler et qui est souvent un corollaire d'ailleurs du recrutement prédictif. Donc on a déjà mon CV de l'expérience, on a plusieurs méthodes pour aller chercher cela. Il y a après, on va dire là, on va chercher finalement à pronostiquer la performance à la tâche. Ensuite, on va regarder si la personne va pouvoir
s'approprier les codes de l'entreprise, la norme de fonctionnement de l'entreprise. On va parler de culture d'entreprise si vous voulez. Et d'ailleurs, ça, c'est autre chose. Et là, on va commencer à parler effectivement de performance contextuelle. Dans ce contexte-là, dans cette entreprise, avec les personnes qui forment cette culture d'entreprise, explicite ou implicite d'ailleurs, est-ce qu'elle va pouvoir donc s'intégrer et faciliter? On voit effectivement que un CDI sur 3 n'est pas reconduit, s'arrête ou s'achève avant la date du premier anniversaire, et souvent pour des motifs liés à l'inadéquation de savoir-être. Et là, on commence à être sur des savoir-être, et c'est un peu plus complexe, effectivement, à pronostiquer. Et puis, aujourd'hui, ce qui est peut-être encore plus complexe, c'est qu'on sait qu'il y a une transformation ou un renouvellement des métiers, enfin, en tout cas des façons de faire un métier. Je parle, bien sûr, de la digitalisation, numérisation, et puis demain de la robotisation de certaines tâches, mais on parle aussi de la transformation, des enjeux stratégiques de l'entreprise qui évoluent aujourd'hui très rapidement. La durée d'une vie d'une stratégie, et sans parler de la durée de vie d'une tactique, est relativement éphémère. Donc, ça, forcément, influence les choses, et on va chercher à pronostiquer la capacité à s'adapter. Donc là, on va chercher la performance adaptative. Donc, vous voyez, ça commence à être très complexe. Et donc, la question, c'est, derrière, c'est est-ce que les algorithmes font mieux que l'être humain, finalement? Alors, là, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'on en reparlera, mais on pense qu'il ne faut pas non plus refuser les évolutions. On a des données, on les traite, ça nous permet d'avoir des matériaux. Et après, moi, on va peut-être poser quelques questions. Alors, juste pour te couper, Dominique, tu as dit quand même une chose importante. Tu as dit on a des données, on les traite. Et j'imagine qu'en fait, les données c'est le premier biais pour faire du recrutement prédictif. C'est les données qui vont tout faire. Il faut une qualité de données assez très pertinente. C'est la première chose, effectivement. Tout à l'heure, je dis quel type de données nous permet de prédire, ou en tout cas d'augmenter la qualité du pronostic. C'est bien sur quel facteur. C'est-à-dire qu'un recrutement, un échec de recrutement, on dit souvent, c'est parce que la personne n'a pas été recrutée sur les bons critères et n'a pas été et le diagnostic ne s'est pas fait sur des données suffisamment objectives. Donc, comment limiter en fait cela, c'est effectivement d'aller chercher les bons critères. Donc, à travers peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, performance à la tâche, performance contextuelle, performance adaptative, quels sont ceux qui participent le plus. Et puis après, c'est comment on l'évalue, sur quel facteur. Et donc ça, c'est vraiment important. Moi, je pense qu'il faut s'assurer, et c'est là où moi j'ai un irritant aujourd'hui, c'est qu'il faut s'assurer que la compétence fasse la différence en situation de travail sur des performances. C'est vrai que le critère, le facteur interindividuel qu'on évalue contribue bien à la performance, et s'assurer que ceux qui ont des performances plus modestes n'ont pas ce facteur ou cette caractéristique, ce trait de personnalité ou ce schéma cognitif ou cette aptitude cognitive. Donc, il faut s'en assurer. Il faut vraiment, il y a une méthode pour travailler, et encore ça, il faut pas faire dire à un outil ce qu'il ne dit pas. Il faut aussi être humble par rapport à ça, mais il faut établir le lien de causalité entre ce facteur, cette caractéristique interindividuelle, et la performance. Il faut que ça soit établi. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'une règle générale fait une règle locale? Attention, parce qu'on peut tomber dans des biais culturels, on peut tomber dans des biais de stéréotypes, on peut très très rapidement faire le raccourci, et encore une fois, c'est pas nouveau. Moi, j'ai souvent entendu, un comptable doit être rigoureux, un commercial doit être combatif. Si on regarde de plus près, on voit que tous les commerciaux ne sont pas combatifs, on voit que tous les comptables sont vrais. Donc attention aux clichés, aux biais culturels qui existent. Et après, est-ce que par rapport aux tâches, aux activités dans le contexte de l'organisation vont correspondre à la règle générale? C'est pas toujours. Donc en fait, il y a des méthodes, et si
si effectivement ces méthodes sont bien mises en place, en étant quand même transparent sur le résultat, on augmente la qualité du pronostic. Mais je crois qu'il faut se dire qu'on réduit, en tout cas qu'on a en tout cas un taux de réussite à 100%. C'est pas vrai. Et à cette condition, l'instrument est utile. C'est-à-dire si on considère l'outil comme un éclairage qui nous apporte des matériaux plus rapidement, qui nous apporte des données objectives qui sont réalisées et qui nous permettent de nous focaliser sur les bons critères, je pense que c'est utile. Et c'est incontestablement l'apport de ces méthodes de traitement de données en personnologie nous éclaire sur les facteurs qui contribuent à la performance. Mais selon nous, c'est aussi une conviction chez Performance, l'instrument doit rester au rôle d'instrument. C'est-à-dire qu'on ne doit pas limiter la contribution de l'être humain, de l'individu, et l'individu doit reprendre quand même son rôle et son pouvoir dans l'analyse, le partage des données, aussi dans une véritable écologie des pratiques avec les candidats, les évaluer, et surtout doit prendre la décision. Donc, alors, je me dis attention aux éléments de langage de ce point de vue-là, puisque tout le monde n'est pas expert. Donc, j'ai cette phrase, je souhaiterais la lire, que je dis souvent sur le marché. Un outil sans un esprit éclairé pour le guider est aveugle. Un individu sans données objectives pour l'éclairer est moins efficace. Donc, il ne faut pas opposer les deux, il faut utiliser le meilleur. Et les nouvelles technologies dans le traitement des données sont utiles. L'avancée aussi en psychométrie, en personnalité, nous aide aussi à nous être plus éclairés, mais il faut rester dans le rôle d'outil et redonner à l'être humain, selon nous, sa véritable influence. Quand il y a une vingtaine d'années que je suis dans ce métier, je me rappellerai toujours une phrase, je vais citer mon papa, qui me disait toujours on ne choisit pas avec qui on travaille, on apprend à travailler avec eux. Donc ça paraît important d'être dans la compréhension plus que dans l'exclusion et la sélection. Alors, il y a Yves là qui nous dit le but n'est-il pas de gagner en productivité dans le recrutement et de vendre des outils RH? Quelque part, oui. C'est sûr qu'il y a pas mal d'éditeurs aujourd'hui qui font de l'industrialisation et qui laissent penser au RH qu'ils vont en 3 minutes former en psychosociologue du travail et être en capacité d'analyser les biais cognitifs des candidats, des collaborateurs. Et ça aussi, c'est assez important. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, c'est-à-dire mettre à disposition un outil et laisser le RH faire lui-même l'analyse des résultats. Quelque part, est-ce que le RH est en capacité d'analyser des résultats de tests psychométriques, d'analyse de soft skills c'est pas forcément évident pour tous, j'imagine. C'est pas évident, mais il y a aujourd'hui des méthodes. On peut faire l'acquisition vraiment de méthodes. Il y a des principes d'accréditation aux outils. Lorsque c'est fait sérieusement et rigoureusement, et on le voit très régulièrement, le RH peut gagner en autonomie si bien sûr il suit ce parcours et si bien entendu aussi il réalise, parce que l'apprentissage est aussi on the job, on augmente, et s'il est accompagné dans sa prise en main. Je rebondis sur cette question, elle est évidente. Bien entendu que les outils nous font gagner du temps. Le traitement d'un test, d'un questionnaire papier-crayon il y a une trentaine d'années, c'était un certain temps. Aujourd'hui, vous avez immédiatement des résultats avec les systèmes experts. Bien entendu, et ça, il faut le dire, mais à condition que ce temps-là, qu'on a gagné dans le traitement, on le réaffecte. Et on le réaffecte à autre chose. Et on le réaffecte à une approche relationnelle. C'est-à-dire que le temps, avant, on prenait beaucoup de temps dans l'analyse et très peu de temps dans le partage, voire même on ne restituait pas, on ne partageait pas.
Eh bien, justement, nous, notre métier, c'est de dire ce métier-là d'analyse qui peut s'encoder quelque part sous forme de règles, de raisonnement qu'on a établi, eh bien, ça vous permet de le réaffecter dans une approche relationnelle, dans une véritable écologie du partage des pratiques et qui vous permet finalement de renforcer votre rôle qui est plutôt d'échanger avec la personne afin de prendre une décision. Donc voilà, moi je dis oui, les outils nous permettent de réaliser des tâches qui sont rationnelles et laissent sur l'être humain le fait de prendre des décisions. D'accord. Alors, il y a un autre sujet qui a été beaucoup discuté là, ces derniers mois, hein, dans le cadre de la crise du Covid-19, c'est le management en entreprise. On a beaucoup entendu parler du management à distance pendant le confinement, de la difficulté de manager des collaborateurs en télétravail. Donc c'est vrai que le rôle du manager a été quand même mis à rude épreuve pendant les 3 derniers mois. On sait déjà que c'est une notion qui était assez largement critiquée avant même la crise. Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un manager en entreprise, Dominique ? Alors, on peut véritablement se poser la question en ce moment. On prépare, on fait beaucoup d'interventions sur le management. C'est une des spécialités de performance, puisque c'est un public, effectivement, qui est au centre des organisations. Je rappelle que l'entreprise a toujours été traversée par deux grands courants, deux dimensions contradictoires. La première, c'est une dimension un peu autoritaire, hiérarchique, statutaire, organisée, un peu froide et contrôlante. Et donc, ça donne naissance à des types d'organisations pyramidales qu'on connaît bien. Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionnait pas. Elles ont eu des performances, en tout cas des résultats tout à fait honorables. Et puis, on a une autre dimension plus humaine, plus responsabilisante, basée sur plus de valeurs d'écoute, de compréhension. Donc, je dirais, l'un centré sur la tâche et les objectifs, l'autre centré beaucoup plus sur l'humain. Donc, ça, voilà, l'économie a toujours été traversée par ces courants. Alors, aujourd'hui, effectivement, on entend qu'on privilégie, et j'y souscris d'ailleurs, je suis d'accord, pour une dimension plus humaine, basée sur des valeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On voit dans les médias, et ça c'est... Je suis plutôt quelqu'un d'assez nuancé, mais là c'est quand même un irritant de mon côté, voire même presque un coup de gueule. Parce que quand on regarde ce qui se fait dans la littérature, hein, l'état de l'art, je vais vous citer en l'espace des, je crois, même pas 10 dernières années, plusieurs choses. Donc moi, en faisant cette revue, j'ai recensé plusieurs choses, plusieurs types. Alors le manager coach, le manager augmenté, le manager samouraï, le manager agile, le manager éthique, le manager paradoxal, le manager éclairé, le manager facilitateur, le manager digital, le manager entrepreneur. Tout ça, ce sont des titres. Hein. Je vous l'assure, je vous en donne les sources, c'est des titres sur des éditions très sérieuses. Hein. Et bien entendu, en ce moment, le manager de demain. On essaye de réinventer encore le manager de demain. Et je suis certain, pour faire référence à l'actualité, qu'on va trouver un autre type, parce que le télétravail probablement va interroger aussi les managers et va probablement les mettre mal à l'aise. Managers, dirigeants, etc. Donc, probablement qu'on va encore en tirer quelque chose. Et je vous lis juste une étude qui a été faite par l'Institut BVA et puis pour une école de commerce qui nous est chère puisque c'est au Dancia Business School qui se trouve à Nantes. Alors, elle date de janvier 2018. Mais je dirais, elle a donc même pas 18 mois. 2 ans. Voilà. Donc, c'est quand même assez frais. Et dans cette étude, elle nous révélait que 79% des salariés n'ont pas envie de devenir manager.
Alors, je ne dis pas que j'établis le lien, mais je fais quand même cette hypothèse que cette abondance, et là, proposition de manager fait que maintenant, est-ce que le manager n'habite pas à plusieurs dans la même tête et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revenir à l'essentiel sur le management? Et moi, je propose des choses, enfin, Performance propose des choses euh, simples, revenir à l'essentiel. Je rappelle aussi que 66% dans cette même enquête, 66% des managers estiment que leur rôle et responsabilités sont mal définis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on attend d'eux. Alors on voit qu'on se superpose des couches et des couches de tendances qui sont tout aussi recevables et inertes, je ne les critique pas, mais à un moment donné, c'est vrai que on voit trop les entreprises céder peut-être avec facilité à ces tendances et en fait, elle propose un cadre d'expression du management qui est souvent très instable pour les personnes. Donc, cette difficulté à préciser et à décrire de manière juste et précise les attendus me pose question parce que, moi, je rappelle qu'il y a un contrat psychologique quand même entre les individus et l'entreprise et que ce contrat psychologique impose, enfin, sollicite au moins une donnée qui est la stabilité et la sécurité. Donc, voilà, vraiment, j'interpelle pour donner du sens. Je pense qu'il faut apporter un peu de stabilité et de clarté. Et pourquoi pas revenir à l'essentiel finalement? Un manager, et là on voit qu'on regarde depuis plus de 2 siècles l'émergence du management au XVIIIe siècle, on voit que finalement le manager, il doit manager des interactions, donc le être ensemble, manager des activités, donc le faire ensemble, et il doit manager un but, donc le aller loin ensemble. Donc je dirais, arrêtons peut-être toujours de définir un type qui aurait des caractéristiques. Alors, je suis désolé, c'est un petit coup de gueule. Moi, je suis d'accord pour toute cette littérature, pour être éclairé. Mais voilà, je dis attention parce que il y a un véritable désamour aujourd'hui entre les populations et le manager. Moi, je rappelle, est quand même pivot dans une entreprise. Il est bien entendu le relais entre la stratégie et les éléments tactiques de réalisation de cette stratégie. Donc on le sous-estime un peu. Et j'accrois ce phénomène avec la notion d'incertitude. Et aujourd'hui, combien de managers se sont posés des questions pendant cette période, sans parler d'avant, on parlait de VUCA. Donc, vous voyez, c'est complexe. Peut-être que toi, Alexandra, tu peux nous éclairer sur ce contexte un peu justement de crise et d'incertitude. Comment tu manages finalement, comment peut-on manager en situation d'incertitude? Chacun fait comme il peut. Mais prendre ça. Non, en tout cas, ce qu'on sait au niveau des études, c'est que, et je pense qu'on le vit tous, c'est que l'incertitude au travail ou ailleurs d'ailleurs, et là on le vit tous, même si la pandémie a l'air un peu derrière nous, elle est quand même présente. En tout cas, ça a la caractéristique d'activer, d'influencer un certain nombre d'émotions surtout, de jouer sur des perceptions, des émotions, et ça modifie un petit peu notre manière d'agir, et surtout ça vient bousculer, sans qu'on s'en rende forcément compte, ça vient bousculer un besoin fondamental qu'on a tous, alors de manière plus ou moins forte, qui est le besoin de contrôle et le besoin de sens. En fait, on a besoin de se dire qu'on vit dans un monde qui a globalement du sens et qu'on peut, au sein duquel on peut agir avec un impact et qu'on peut expliquer globalement les choses. Donc c'est un besoin qui est essentiel et qui est bousculé par l'incertitude. Alors, si on en revient au management, en tout cas, peut-être un éclairage, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les informations là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on sait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'une table ronde future, c'est que dans des contextes d'incertitude, les personnes vont globalement, vont être plus sensibles, plus attentives et sensibles aux signaux de justice au travail. Et particulièrement, comme l'incertitude
nous empêche d'avoir une vision claire des résultats, en fait, de l'issue d'une situation. C'est un peu la définition de l'incertitude. Les personnes vont avoir tendance, sans s'en rendre trop compte, à être plus sensibles que d'habitude à tous les signaux relationnels, donc qui peuvent être envoyés, bien sûr, et là j'en reviens au management, par le manager, tous les signaux de justice, comment ils sont traités. Et on en revient vraiment au basique, hein, malheureusement, enfin heureusement, plutôt heureusement, mais en tout cas c'est dommage qu'on l'ait oublié, mais la considération, le respect, l'écoute. Et donc ces signaux-là, enfin les collaborateurs, on le sait, sont beaucoup plus attentifs et sensibles à ces signaux de justice et surtout à des signaux, et surtout que les signaux d'injustice, à l'inverse, vont avoir des impacts très négatifs, très défavorables. Là, les études sont assez claires là-dessus. Donc, disons qu'il y a tout intérêt à plutôt essayer, dans le cadre du management, de faire preuve d'un management qui soit sensible et juste, parce que les effets favorables sont plus importants que les risques. Les personnes vont être aussi attentives au-delà des signaux relationnels. Comme on est incertain des résultats, on va regarder le relationnel et on va aussi regarder les procédures. Donc là, je pense plus à la fonction RH ou DRH. Dans quelle mesure les procédures dans les organisations, c'est-à-dire comment on s'y prend pour prendre des décisions. Donc là, on sait qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises sur le retour au travail et puis d'autres formes de décisions. Bon, ça a toujours été important, hein, les procédures, mais elles le sont d'autant plus que les gens sont globalement plus attentifs. Et c'est-à-dire dans quelle mesure les procédures sont justifiées, sont basées sur des critères qui soient équitables, cohérents, qui prennent en compte les individualités, etc. Il y a plusieurs critères qui ont été déterminés. Et voilà, au-delà de... Comme on ne peut pas prévoir ce qui va vraiment se passer, même si on essaye de reprendre un petit peu le contrôle, on y arrive un petit peu mieux quand même que pendant le confinement, mais néanmoins, il y a quand même des zones de flou. Je dirais, moi, sans donner de conseils forcément, mais en tout cas, je mettrais plutôt un niveau d'importance sur les éléments de justice organisationnelle. Voilà. D'accord. En sachant que, alors on nous demandait est-ce qu'on a encore réellement besoin de managers aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vu les notions d'entreprise libérée, etc. Je pense pas qu'on puisse répondre de façon formelle à cette question. Est-ce qu'on a encore besoin de managers? A priori, moi, j'ai plutôt tendance à dire oui. Mais ça, c'est un vaste débat. Pour revenir sur tous ces sujets, la performance organise sur tout le mois de juin une série d'événements, donc notamment un webinaire là, qui reprendra les questions de justice organisationnelle. Je vous ai mis le lien là directement, où vous pouvez vous inscrire, vous allez voir la série de tous ces événements à venir. Est-ce que tu veux, Dominique, nous expliquer un peu les événements à venir, refaire peut-être en conclusion un petit rappel sur ce programme? Oui, alors, revenir sur le sondage qui est en cours, et vous pouvez répondre, c'est des affirmations, des tendances. Alors, ça peut représenter de temps en temps quelques poncifs, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend. Et on demande au RH de se positionner déjà sur leur accord, leur désaccord par rapport à ces affirmations, et puis leur demander si, dans leur même propre organisation, certaines choses ont été mises en place. Ce sera donc jusqu'au 15 juin. Ensuite, on va en faire bien sûr des extractions. On regardera ce qui est le plus étonnant, le plus surprenant, bien entendu, dans ce sondage, le plus marquant. Et on fera réagir des experts pour compléter, et surtout des clients autour de focus group. Donc, on va tirer ce sondage, et tout ça sera repris sur une semaine un peu particulière du 23 au 25 juin, sur 3 jours, où on essaiera de poser des sujets. Alors, je reprends un sujet, notamment celui de la pensée critique. Donc, Alexandra, parce que là, il y a un peu d'ambiguïté sur la pensée critique. Là, on sollicite la pensée critique, et ça, je trouve ça très, très bien. Par contre, sa mise en œuvre dans l'entreprise peut quand même relever de réelles difficultés. Mais dans la pensée critique, on parlera aussi de l'apprenance. Donc, ce sont des choses autour comment bien sûr, je fais l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est un projet, on en entend parler depuis plusieurs années. On fera un état des lieux avec Raphaël Grasset. Et puis, on va demander aussi, dans une période, à
tout de même, on peut s'accorder sur le fait qu'elle a été tourmentée, le fait que ça sollicite beaucoup de ressources. Et on fera intervenir Franck Zenasny et Xavi Bouterou, de l'Université de Paris, on ne dit plus Descartes, mais l'Université de Paris et le laboratoire l'APA notamment, sur justement comment ne pas s'épuiser, comment utiliser ces ressources dans une période un peu complexe. Donc voilà, 3 webinaires sur des sujets qui nous semblent extrêmement d'actualité. Et puis on fera donc le 25 juin une matinale très spécifique autour justement de ces idées reçues, en faisant une table ronde autour des experts, Luc Tardieu, Emmanuel Zedei, Jean Pralon, en faisant intervenir des clients, parce que leur donner la parole aussi, c'est comment eux-mêmes vivent-ils les choses, donc l'expérience vécue, quels enseignements ils en tirent, quelles valeurs ont-ils créées en mettant en place un certain nombre de choses. Donc là, on fera intervenir Pôle emploi, on fera intervenir le groupe Open, qui est une USN, et puis le groupe d'Alkia, sur des sujets aussi variés que le recrutement prédictif, en tout cas le recrutement autrement, le management, le leadership et la responsabilisation. Et alors Alexandra sera quand même au centre de cette semaine, puisqu'elle reviendra accompagnée de Dirk Steiner. Et puis là, elle a soufflé en quelque sorte le sujet tout à l'heure sur la justice organisationnelle, parce que nous pensons que peut-être que les termes de la relation vont évoluer dans les prochains mois liés à cette crise. Et donc, ça a un impact sur la justice organisationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, état de l'art, et bien entendu, peut-être essayer de donner quelques pistes. Voilà. Et on aura aussi la chance d'avoir un témoin. Alors, on aime bien, chez Performance, vous avez vu, des scientifiques, des acteurs du monde RH, des experts. Et là, on va faire intervenir un témoin de la vie publique, tout simplement. Écrivain, en tout cas, il a publié des ouvrages, il est journaliste. C'est Gaël Châtelain, qui a l'habitude aussi d'intervenir sur des sujets RH, de la vie d'entreprise, et qui sera notre témoin. On lui demandera de faire une petite synthèse de tout ça et d'essayer d'en tirer quelques conclusions. Super. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, et puis donc on donne rendez-vous à nos amis RH pour ces prochains événements. On vous invite donc à participer à cette étude jusqu'au 15 juin. Vous retrouvez le lien là que je viens de vous inscrire en ligne. Ce webinaire, vous allez le retrouver dès cet après-midi en replay sur MyRHline, et on remettra en même temps dans ce post le lien vers l'ensemble des événements de performance et vers cette étude. En tout cas, je vous remercie Alexandra et Dominique. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon concernant ces idées reçues. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Et puis, rendez-vous pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.